inévitablement, il y a l'idée « dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es ». Ça peut être cruel, ça peut être injuste, mais dans la société, c'est ainsi. Évidemment, c'est générateur de discrimination parce que selon que l'on maîtrise ou pas les codes de la prise de parole en public, selon qu'on les a appris ou pas, eh bien, on va avoir plus de mal à s'insérer professionnellement, bien sûr, mais bien au-delà, pour promouvoir un projet, pour défendre une association, pour militer. Et donc, à chaque fois, il y aura des obstacles pour l'insertion économique, sociale, politique, citoyenne. Il faut qu'il y ait un enseignement de la prise de parole, parce que c'est à l'école justement de jouer ce rôle de réduction des inégalités. Si l'école ne le fait pas, on abandonne la question de la prise de parole en public aux parents qui emmèneront leurs enfants au théâtre, aux parents qui organiseront des débats autour de la table, aux parents qui auront eux-mêmes conscience de l'importance de la prise de parole en public. Concrètement, cela veut dire qu'en classe, il faut faire naître des espaces de prise de parole. Il faut qu'il y ait un moment dans la journée, par exemple, que l'on se réserve pour parler, débattre et dire, au-delà d'un savoir, dire une conviction. Parce que je crois que l'oral manquerait son objectif si c'était une oralisation de l'écrit. L'oral ne sert pas à lire une dissertation. Sa différence, c'est l'improvisation. On a eu pendant très longtemps un temps de retard énorme dans l'enseignement de la prise de parole en public par rapport aux anglo-saxons qui valorisaient cela dès le plus jeune âge de façon très naturelle, très spontanée, quasiment quotidienne. Alors que chez nous, on le sait, on avait quelques exposés, on avait un oral quand on passait le bac au rattrapage. Depuis le début du XXe siècle, on a survalorisé l'écrit. On considérait que l'exposition de soi n'était pas très rationnelle dans un moment où on valorisait quelque chose de peut-être plus scientifique. Il y a un certain nombre de malentendus qu'il faut dissiper. Ça n'est ni une épreuve de connaissance, ni une épreuve de théâtre. Et donc, l'idée qu'il faudrait soit l'ignorer et en faire un oral comme les autres est inexacte, de même qu'est inexacte, me semble-t-il, l'idée que ce serait une épreuve de déclamation, de récitation. C'est pas ça. L'idée, c'est d'une épreuve de liberté. Vous allez choisir votre sujet. C'est la première fois dans votre scolarité où vous allez passer un oral sur un sujet que vous aurez vous-même choisi et que vous connaîtrez peut-être mieux que ceux qui vous interrogent. C'est un oral de liberté, c'est un oral d'argumentation, c'est un oral où vous pourrez enfin pour la première fois valoriser vos propres convictions, vous allez les choisir et les exprimer devant un jury, et puis c'est cet oral d'improvisation pour que vous serez debout et sans notes et sans récitation non plus et sans déclamation, et donc vous aurez la possibilité enfin de faire passer votre personnalité. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut que les enseignants aient en tête, c'est de ça qu'il faut qu'ils s'emparent. D'une façon générale, le grand oral ne vaut pas tant par lui-même que par ce qu'il représente, c'est-à-dire à la fois symboliquement l'idée d'un rééquilibrage entre les compétences écrites et les compétences orales, et pour ce qu'il fait naître en amont, c'est-à-dire une formation à la prise de parole tout au long du cycle collège-lycée.